J'adore cette petite musique qui annonce le début de Bureau Oval. Très heureux de vous retrouver sur ce plateau qui est garni, comme la semaine dernière. Vous allez le voir, l'équipe ne change pas avec Alex, Emeric et le Rive. Comment ça va le Rive? La forme écoute, ou quoi? Ça va très bien, je suis super content de vous retrouver encore une fois pour parler rugby, pour parler valeurs de l'Ovalie, bien sûr. Les valeurs humaines. J'ai l'impression que tu t'appelles Gilbert en fait, c'est avec ce nom là qui est un jour annoncé savoir en si on tout dit cas. Gilbert ou Gilbert. Gilbert. Non, mais Franchement, on dit Gilbert, mec. C'est vrai, Attends, non, ça va pas ou quoi? Non, C'est pas français, donc je sais pas. Je te demande pas si ça va toi Alex Préa, parce Ça que va, là moi. déjà tu me sors Gilbert pour Gilbert. Bah écoute, je sais pas, j'ai un doute. C'est une question qui m'empêche de dormir actuellement. Est-ce qu'on dit Gilbert ou Gilbert? Tu vois, il faut Avec tout ce statuer. qui se passe, toi, c'est Gilbert qui Ouais. t'emmerde. Mais ouais, tu vois, ouais. Bon, Gilbert ou Gilbert, Emeric? Moi, je dis Ce Gilbert. sera Gilbert. aussi. Et moi, je dis surtout bon anniversaire, Rivenzi, bien sûr. Ah Eh oui, oui, joyeux anniversaire. Merci beaucoup, c'était Joyeux hier. anniversaire. effectivement, 25 ans, hein, c'est ça 26 ans. 26. 26 ans. Je bascule de l'autre côté, ça y est. Aïe, 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 aïe. La crise du quart de siècle commence. Franchement, ouais, merci beaucoup. Qu'est-ce que tu fais jeune pour T'as ton vu ça âge? avec mon C'est masque en fou, plus, quoi. c'est fou, Rivenzi. Tout orange, ce scie. Ça va Il est beau, on va le sucer toute l'émission. Ça, c'est. On fait déjà trop, tu vois. C'est clair, c'est clair. Bon, pour l'anniversaire de Rivenzi, un très joli cadeau avec le bilan du 15 de France de Fabien Galtier, parce que ça fait un an désormais qu'on a un nouveau sélectionneur qui a remplacé Jacques Brunel. Et ce cher Fabien Galtier a un bilan qu'on va décortiquer. Vous allez nous dire les bons points, les mauvais points. Est-ce que pour vous, c'est une année si parfaite? Ce sera la question. Un peu plus loin dans l'émission, on aura un focus parce que Romain Ntamak est absent. Alors, on a un ouvreur remplaçant en Mathieu Jalibert qu'on a connu sur la Coupe d'automne des Nations. On va se poser des questions. Est-ce que c'est un remplaçant de luxe? Est-ce que c'est plus que ça? Et forcément, entre les deux, on aura, comme d'habitude, la chronique d'Emeric qui est le discours de la mi-temps. Toujours forcément énergique, Emeric. Oui, on a gratté des trucs entre 2h et 3h du matin. Je vous dis pas qu'on va partir en spectacle et en tournée avec, mais on va peut-être essayer de rigoler un petit peu, quoi. Exactement. On va essayer de rigoler. Mais avant ça, on va décortiquer le bilan de Fabien Galtier. C'est parti. Ce bilan de Fabien Galtier, alors il y a eu exactement 9 matchs de Fabien Galtier. On va découvrir le tableau récapitulatif de ces 9 matchs pour vous remettre directement dedans avec ce bilan qui est de 7 victoires et 2 défaites. Voilà, il va s'afficher. Le Ben, il va balancer ça. 7 victoires et 2 défaites. Le tournoi Destination 2020 qui s'est terminé sur une 2e place. La Coupe d'automne des Nations où on est allé en finale. Les 2 fois, on a terminé derrière l'Angleterre. Et donc, ces victoires qui s'affichent sur le côté, dont on va parler lentement mais sûrement, mais notamment seulement 2 défaites contre l'Écosse dans le tournoi Destination et en finale de la Coupe d'automne des Nations contre l'Angleterre. Démarrons ce débat tout simplement avec une question simple. Cette année est-elle si parfaite pour Fabien Galtier? Quel bilan fais-tu de cette première année, Alex? Alors la perfection est une douce utopie, mais pour moi, elle pouvait pas être mieux. Ça pouvait pas être mieux, enfin franchement, rendez-vous compte quand même. 7 victoires, 2 défaites, on tape l'Irlande, on tape l'Angleterre, on tape le Pays de Galles, on tape l'Écosse, on tape l'Italie. En fait, on a battu tout le monde d'ailleurs. Tous les hémisphères nord, on les a tous tapés. Alors oui, on a perdu contre l'Écosse et l'Angleterre, mais sinon on les a tous battus. Donc quand même, moi je trouve que c'est bien, c'est parfait. 7 victoires, 2 défaites, franchement, rien à dire. Deuxième du tournoi Destination, au même nombre de points que l'Angleterre, finale de l'Autumn Nation Cup qu'on perd dans des circonstances obscures. Voilà, donc moi je mets une très jolie note de 9 sur 10 parce que je peux pas mettre 10 mais je mets 9 sur 10. 9 sur 10 pour Alex. Emeric. Moi, je suis pas exactement. Je partage des avis, mais moi je dirais que c'est pas parfait. C'est même loin d'être parfait parce qu'on finit 2e et 2e. Tu vois ? Alors qu'on est à rien de gagner les 2 titres. On gagne les 2 titres, c'est parfait. Malheureusement, tu perds de 9 points en Écosse. Faut savoir que si tu perds que de 7 points en Écosse, tu t'es champion, quoi, tu vois. Tu remportes le 6 Nations. Donc il y a des petits détails comme ça. Je dis pas la finale. La finale contre l'Angleterre de l'Autumn Nations Cup, c'est rageant parce que y a des tonnes de faits de jeu qui sont très énervants, mais ça peut pas être parfait. Ça peut pas être parfait. Maintenant,
c'est de bon augure pour la suite. Ma seule déception, c'est qu'on ait raté le match qui, pour moi, était le plus important de toute cette série. Mais bon, Covid oblige. C'est le match contre les Fidji et contre une nation du Sud. Qui plus est, une nation du Sud qui est en train de s'organiser fortement. Qui doit être très, très, très intéressante à jouer. Et je sais pas si on les aurait battus, tu vois, les Fidjiens. Et là, le bilan, il aurait été différent. Maintenant, on va pas faire de spéculation là-dessus. Mais on n'a pas joué d'encore de nation du Sud, donc j'attends de voir. Maintenant, c'est très cool. Moi, je mets une bonne note de 7,5. C'est quand même on s'est quand même régalé, tu vois. On s'est régalé. Parfait, non, mais on s'est régalé et c'est bon pour l'avenir. C'est donc 9 pour Alex, 7,5 pour Aymeric. Rivendi. Je vais plutôt rejoindre Alex dans ce qu'il disait, c'était qu'on n'aurait pas pu faire beaucoup mieux que cette année. Revenir sur, c'est vrai que Galtier a levé quand même pas mal de doutes sur la façon dont il avait de mener un groupe, c'est-à-dire que, et aussi ce qui était intéressant, c'est la construction match par match de cette équipe en fait, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu tout d'un coup, on a eu d'abord une défense qui s'est faite, on a ensuite eu un jeu qui est devenu de plus en plus alléchant offensivement, et il y a une vraie patte qui commence à se dégager sur cette équipe qui exploite des ballons de récupération de la meilleure des manières. Et je trouve même qu'il a réussi à s'en sortir d'une situation très compliquée. Une Autumn Nations Cup, je le rappelle, où des joueurs devaient retourner en club après avoir joué 2 matchs, où on a dû faire du turnover. Et même là, il a réussi à presque nous rassurer, à nous dire on a quand même un beau réservoir de joueurs s'ils venaient sur certains postes à manquer, et on a bien fait finalement parce que Ntamak va sur un poste clé se blesse. Donc en fait il y a plein de choses qui faisaient que cette année était très intéressante et elle augurait du bon pour la suite. Donc je trouve que ce qu'a fait Galtier c'est super intéressant, et c'est pour ça que je rejoins 9 sur 10, parce que évidemment on aurait aimé avoir le titre soit de Autumn Nations Cup soit du 6 Nations, mais 9 sur 10 c'est mérité parce que c'est logique. Alors vous voyez le nombre d'essais encaissés, parce que juste après on va parler de cette défense, notamment du 15 de France dont on a énormément parlé cette année avec l'entraîneur de la défense qu'on allait chercher chez les Gallois, Sean Edwards. Shaun of the Dead, tu vois. Shaun of the Dead, exactement. La première question que j'ai envie de vous poser, les gars, c'est est-ce qu'on a une identité de jeu qui se dégage aujourd'hui en équipe de France ? Une identité de jeu, oui. Une très grosse défense, une bonne occupation, c'est-à-dire la France, quoi. Une bonne mêlée, une bonne défense, une bonne occupation, c'est ce qu'on a toujours su faire. Faut pas non plus, ça n'a pas toujours été que du French flair. Et par contre, on sait exploiter des ballons perdus par l'adversaire pour marquer des essais. Donc je trouve que c'est dans l'air du temps. Et c'est ça un peu notre idée. On est très très loin du rugby de possession que pratique l'Irlande, par exemple. Et tant mieux, parce que comme ça, on s'ennuie moins. Oui. Ouais, on s'ennuie moins. Hein. Ah c'est sûr, ouais. Est-ce que tu es d'accord avec cette identité de jeu qui se dégage réellement ? Franchement, comme ça, de prime abord, j'aurais dit ouais, notre défense, c'est ce qui est le plus marquant, le plus impressionnant. Et après, j'ai regardé les chiffres. Et je vais me faire détester. Non, mais je vais te soutenir. Mais en gros, j'ai regardé les chiffres. Et en fait, il Thomas. n'y a qu'un seul match où on n'a pas pris d'essai. C'est le deuxième match contre l'Écosse, le premier d'Autumn Nations Cup. Et je me dis, mais c'est fou en fait. On prend dans le tournoi à destination, on prend au moins 2 essais contre tout le monde. Minimum 2. Ouais. On en prend 3 contre l'Italie. On en prend 3 contre l'Écosse. Et on en prend 3 contre l'Irlande. Est-ce que c'est pas ces séquences-là c'est vraiment surprenant vu la puissance défensive qu'on dégage, je trouve. On se rappelle des sessions de 5 minutes sur notre ligne. Exactement. Où on est impénétrable. C'est ce que je voulais dire. Ouais. Et en fait, vraiment, les chiffres m'ont fait mentir. J'ai l'impression qu'on se voit peut-être un peu trop beau. Peut-être que notre défense n'est pas encore si hermétique que ça. C'est normal, première saison, etc. Donc il y a tout à parfaire. Mais du coup, pour moi, c'était une vraie impression défensive. En fait, et finalement, peut-être pas. Est-ce que c'est pas ces séquences-là dont parle Aymeric qui nous ont laissé une image de telle défense impénétrable qui fait qu'on s'est dit on a une défense énorme, c'est un vrai bilan positif, et au final on a vu les chiffres, 17 essais en 9 matchs, Rivendi. Parce que j'ai quand même Est-ce que c'est une grosse défense internationale ? Parce que j'ai quand même la sensation que dans les moments où il ne faut pas qu'on encaisse des essais, on les encaisse pas. Par contre, on a des moments où c'est contre le Pays de Galles, on se trouve dès le début de match, on se prend un essai dès le début, contre l'Irlande on se fait remonter, il y a des moments où tu sens qu'on perd un petit peu pied, mais on arrive à vite remettre le couvert et à faire mal à l'adversaire sur des grosses phases de défense, un petit peu comme on fait face à l'Angleterre en finale d'Autumn Nations Cup, où vraiment on bétonne et où ça fait très mal à l'adversaire de ne pas marquer à ces moments-là en fait. Donc oui, effectivement, ces chiffres nous font dire que tout n'est pas parfait. Malgré tout, ce qui est rassurant, c'est que quand l'adversaire nous propose un combat, on sait que maintenant, et ça on en discutait dans le bureau ovale, on doutait de la capacité de l'équipe de France à répondre à ces combats sur la durée, sur des phases défensives. Maintenant, on sait que la France sait le faire.
Ce chiffre-là, est-ce qu'il t'interpelle ou non quand tu l'as découvert, peut-être en faisant le bilan, Alex, de 17 essais en 9 matchs? Comment tu l'interprètes? Alors oui, c'est sûr que c'est pas génial comme chiffre, hein, sincèrement, mais c'est pas non plus catastrophique. Mais sincèrement, 17 essais en 9 matchs, c'est vrai que... Ça fait quasiment 2 essais par match. Ouais, quasiment 2 essais par match, ce serait dans le 6-7 places en top 14 à peu près. Donc ce serait, c'est la moyenne un petit peu haute, on va dire, entre guillemets. C'est pas génial, sincèrement, mais pour moi, il y a pas mal de causes à cela. Je vois pas d'erreur défensive majeure, en fait. Je pense qu'on est tellement indiscipliné, on aura le temps d'en parler, qu'on se met en danger, qui du coup, on offre trop de situations intéressantes à l'adversaire, d'où ce nombre d'essais encaissés, mais je vois pas de faillite défensive. Voilà. Donc j'ai plus l'impression que ce sont des petits détails qu'un chantier, tu vois. Ce projet défensif, pour selon moi, ça toi, fonctionne. est un des bilans clairement positifs. J'adhère total. Pour moi, Sean Edwards, je disais Shaun of the Dead parce qu'il détruit les attaques adverses. Pour moi, c'est ça. Je suis heureux de voir une rush défense si bien utilisée, parce que parfois c'est n'importe quoi les rush défense, ça peut être des passoires, mais là moi je suis trop content de voir ça. Enfin, vraiment, c'est tout ce que je rêvais, quoi. Et puis tu vois qu'au pré, en plus, ils ont instauré, vous ferez gaffe, la défense à 2, qui est très très bien utilisée en équipe de France, vraiment un gars en bas, un gars en haut. Et tu le vois sur les zones bord de ruck, instantanément, t'as un en bas, un en haut. Tout le temps. C'est hyper bien huilé, c'est très impressionnant. Ça stoppe instantanément les attaques adverses. Pour éviter les passes après contact, notamment. Et puis pour gagner du terrain, pour ne laisser rugby amateur, ça. Et de quoi? C'est pas très rugby amateur, ça, d'un plaquage. Nous, on n'a plus le droit de plaquer en haut, donc c'est pas compliqué. Et puis nous la limite, c'est sous les coudes, donc nombril, en dessous du nombril. Même quand tu plaques à 2, t'es obligé d'aller donc plus en simultané et l'un après l'autre. Mais peu importe, c'est pas le même niveau. En fait, moi, ce que j'en déduis, c'est que cette équipe de France, finalement, là où elle a totalement changé et où ça fait énormément de bien, c'est dans la tête. Parce que maintenant, ce renouveau de joueurs, ils ont du mental. Ils peuvent, comme le disait Rive, ils peuvent encaisser un essai d'entrée de jeu par les Gallois. Avant, tu t'effondres. Maintenant, ils sont sereins, ils disent t'inquiète, on en prend un, on en prend deux, on va en mettre 4, on va en mettre 5. Contre l'Irlande, c'est ça. Hein. À aucun moment, je suis inquiet. On peut prendre des essais. Les mecs vont remonter sur nous. Sérénité. Même en finale de Autumn Nations Cup, tu transpires parce qu'en deuxième mi-temps, tu vois pas le terrain adverse. Mais il y a une forme de sérénité qui se dégage. Je pense que le gros point fort de cette équipe, c'est le mental. Je pense qu'ils veulent gagner ensemble, qu'ils ont gagné, comme tu le dis, ils ont battu toutes les nations qu'ils ont rencontrées cette année, à savoir les 5 nations fortes du Nord. J'aimerais qu'ils accumulent des victoires contre les nations du Sud, et ça va arriver dans les années à venir. Et là, mentalement, on va arriver, parce que l'objectif c'est la Coupe du Monde 2023, on va arriver très très fort mentalement. Et au rugby, on sait que le mental, le momentum, c'est ce qui fait basculer les matchs. On a fait un bilan défensif, on va faire un bilan offensif désormais, parce que 29 essais en 9 matchs. Pareil, ce chiffre-là, je reconnais, Rivendi, je pensais pas qu'il était si élevé en fait, étant donné qu'on n'avait pas forcément un projet offensif aussi clair que cela pour le tournoi à destination notamment. Et parce qu'on a aussi un 9 qui se crée limite des occasions d'essai à lui tout seul, quoi. C'est-à-dire que, comme on le disait, sur les ballons de touche, sur les ballons de sortie de mêlée... Antoine Dupont est capable de marquer n'importe quoi. Ouais, c'est incroyable. Et on a un 9 Dupont qui est capable de soit se créer l'occasion, soit d'être toujours là au bon moment, dans le timing de l'attaque pour aller terminer une situation. Donc non, en plus de ça, je me souviens que les premiers matchs de 6 nations, c'était pas la folie en termes d'offensif. On se disait que voilà, on n'avait pas beaucoup de projets de jeu encore offensifs à montrer. Malgré tout, la deuxième partie du 6 nations, elle aura été beaucoup plus intéressante. Donc non, je pense que c'est et je pense même que cette attaque a encore beaucoup de potentiel, a une marge de progression qui est importante encore, parce que je trouve qu'on a encore un gros vecteur offensif qui est Antoine Dupont. Malgré tout, je pense qu'on a encore beaucoup à développer sur les ailes. Même le Dupont-Tamac. Voilà, Dupont-Tamac. Je trouve qu'on a encore plus de choses à créer du côté de la ligne offensive. Ouais, moi je suis d'accord. Cette attaque quand même, 29 essais en 9 matchs, c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Et cette façon de... je trouve qu'on marque beaucoup d'essais dans l'axe avec du soutien permanent. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Dupont est toujours au soutien. C'est simple. Hein. Tu peux être n'importe où sur le terrain, tu vas entendre « ouais ». C'est ce que dit toujours Dupont. Il dit « ouais » parce qu'il est au soutien, il est derrière toi. Et tu sais qu'il est là. Et en fait, ce soutien permanent, en fait, c'est la clé de beaucoup d'essais dans le rugby moderne.
Et effectivement, ça fonctionne bien. Je suis assez d'accord avec Rive quand il dit peut-être qu'on attend des choses peut-être plus flamboyantes, entre guillemets, des combinaisons, des attaques en première main, des combinaisons, des choses comme ça. Ça va mettre un peu de temps. C'est des réglages qui sont très longs. C'est beaucoup de travail. C'est beaucoup d'heures aussi de mise en place. Et ça, l'équipe de France manque encore un petit peu d'heures de mise en place. C'est une équipe qui est récente. Hein. Et ça prendra peut-être encore 1 ou 2 ans peut-être pour être au point là-dessus. Un des points forts, et vous me dites si je me trompe, de Fabien Galtier, c'est aussi l'entraînement haute intensité, la capacité des Français à répéter les efforts, que ce soit en défense et justement ces séquences de jeu qui sont impressionnantes, vient aussi de cette capacité à répéter les efforts et forcément aussi de marquer des essais un certain nombre. Il faut avoir le jus pour le faire. Est-ce que c'est pas la patte Galtier, Aymeric, que d'avoir changé cette mentalité-là du 15 de France, d'arriver beaucoup plus près physiquement? C'est vrai avec ses entraînements haute intensité dont il reparle et qui est sa véritable marque de fabrique, on va dire. C'est monsieur statistique, Galtier. Tu t'entraînes avec des GPS, tu as le stat, etc. Et en effet, les entraînements haute intensité, mais je pense quand il est arrivé, il a dit l'équipe de France n'a pas le niveau physique. Instantanément. Il l'a dit, il est arrivé un peu avant la Coupe du Monde, il a dit on va essayer de rattraper le retard. Et en effet, moi je me rappelle, on se rappelle tous ici, l'équipe de France, ça savait jouer 50, 60 minutes, mais pas plus, après on explosait. Et là ça fait plaisir, on tient des matchs de 80 minutes et des matchs vraiment pleins, quand c'est pas 100 minutes contre nos amis anglais en finale. Mais non, ça a été une vraie marche de progression et les joueurs en ont bavé. Toi qui as assisté aux entraînements haute intensité, tu nous l'as dit, tu nous l'as raconté, ça ne blague pas. Quand ils disent haute intensité, c'est presque c'est du niveau international en termes de haute intensité. Pour ceux qui ne savent pas, peut-être on peut le rappeler, oui, c'est un match de 30 minutes entrecoupé de séquences de 3 minutes, 2 minutes, 1 minute, 3 minutes, 4 minutes, etc. Et en fait, il joue réellement avec des impacts de match de haut niveau. S'il y a un joueur qui fait une faute, il peut prendre un carton jaune. Il y a un arbitre fédéral qui est là pour arbitrer. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant. Et puis là, si tu joues pas le jeu, tu joueras jamais. Hein. Exactement. Tu peux perdre ta place sur les entraînements haute intensité, comme par exemple Arthur Rétière n'a pas forcément donné satisfaction sur certains entraînements. Et c'est potentiellement une des raisons pour lesquelles il a été un peu mis de côté. Et c'est sur ces entraînements que Jalibert a réussi à garder sa place aussi. Parce qu'il a fait douter le staff pendant très longtemps, au début en tout cas du dernier tournoi, sur est-ce que c'était lui ou Ntamak qui allait débuter, parce que justement il était performant sur ces entraînements-là aussi. Et notamment sur ces entraînements haute intensité, il n'y avait pas cette liste de 42 qui était disponible avec toutes les conventions LNR, FFF. Et donc ils ont fait appel aux joueurs de l'équipe de France à 7. Où il y a forcément des athlètes qui sont ultra physiques, c'est des mecs monstrueux. Qui ont 12 poumons. Exactement. Donc forcément, les joueurs titulaires de l'équipe de France s'affrontaient à l'entraînement des athlètes à tête en plus qui avaient la niaque parce qu'eux, ils jouent pas en ce moment, ils ont envie de se faire voir, ils ont envie que ça parle d'eux dans le microcosme du rugby. Et donc forcément, ça a donné des entraînements haute intensité qui étaient monstrueux. Alex, ces entraînements, toi, est-ce que tu y crois sur le long terme? On sait qu'en Angleterre, notamment, c'est assez décrié parce qu'il y a eu pas mal de blessés, il y a eu Boutier, Klemenchak qui ont été blessés. Est-ce que c'est viable sur le long terme? Viable, franchement, on le saura. Moi, j'aime l'idée. Il a toujours fait ça, hein, Galtier. Donc, je vois mal changer. Hein. Il faisait ça à Montpellier, il a fait ça à Toulon. Puis vu le réservoir qu'on a. Ouais. Non, mais je pense qu'il faut faire ça. Être préparé au haut niveau, c'est le pratiquer à l'entraînement. Donc, moi, je suis tout à fait pour. Malgré tout, on le verra. Pour moi, il y a un petit côté négatif, c'est que on met quand même des joueurs dans la sauce entre guillemets physiquement. C'est-à-dire que il y a des moments où ils tirent la langue. Ok, ils vont tirer la langue dans un match, et eux, peut-être que tu vois, ils vont être présents sur toutes les phases offensives et toutes les phases défensives, ils seront présents. Mais il y a des moments où il y a des pertes de lucidité, et ça, c'est des choses à corriger qui sont très dures. Où ok, physiquement, tu tiens le coup, mais en termes de lucidité, ça va moins bien et tu commets des fautes. Et pour moi, c'est le premier secteur qui va pas en équipe de France, c'est l'indiscipline. Et je pense que c'est parce qu'on n'est pas encore tout à fait prêt. On est prêt physiquement à répéter les efforts, mais on n'est pas prêt à rester maître dans la tête en ayant répété ces efforts. Moi, je pense que c'est le style de jeu qui fait ça. En Oui. gros, On fait 12 fautes par match, en gros. C'est énorme, non mais c'est monstrueux. Ouais, c'est monstrueux, je suis d'accord avec toi. Mais c'est parce qu'on a le rugby appelle les fautes, et nous, on a un jeu défensif. On joue avec un bloc défensif très fort, on laisse le ballon, on a 0 possession. Par contre, ballon de récup, là on fout l'incertitude, là ça part dans tous les sens. Et là on sait faire des enchaînements. Et c'est vraiment là-dessus où forcément quand tu passes, souvent tu vois sur les matchs, on a 60% de temps sans le ballon,
et bah t'es plus à même de faire des fautes, tu vois. Ouais, mais faire 12 fautes dans un match de tournoi destination, Ouais, c'est énorme. soit. Mais dans une Coupe du Monde, quand tu fais un quart de finale et que tu fais 12 fautes, tu perds ton quart de finale normalement. Ouais, tu mais vois. même le 6 Nations, tu le perds au final. Ouais, mais Ça se joue à une pénalité, Pour moi- hein. La pénalité qu'on lâche Bien aux sûr. Anglais à la dernière minute. Hein. bien sûr. Et la fin de match de Dupont qui croit que le match est terminé, il tape en touche et puis finalement on prend une pénalité. Et on perd le tournoi destination comme ça aussi. Mais tu vois, pour moi, la Coupe du Monde, c'est encore un cran au-dessus. En plus, ce sera en France, il y aura une pression particulière. Si on tourne à 12 fautes, on ne gagnera pas la Coupe Ouais, du je suis Monde. d'accord. On ne gagnera pas la Coupe du Monde. T'es d'accord, Evendi? Je trouve que quand même on a tendance à gommer de plus en plus ce problème d'indiscipline. Je trouve que ça porte ses fruits. Et moi je pense que le physique et la lucidité, c'est pas si éloigné l'un de l'autre. Tu vas forcément être mieux physiquement, ça permet d'avoir Ah oui, la c'est meilleure sûr. lucidité. Mais Quoi. ça Donc, prend du temps, ça, je crois. voilà, ouais, ça prend du temps. Mais je pense que c'est un Il faut chantier. apprendre les règles et tout, c'est chaud comme Ouais, sport. il faut apprendre des trucs. Mais non, mais comme tu le dis, je pense que c'est vraiment un petit peu comme le travail offensif. Ce travail défensif là, c'est quelque chose c'est ce qui est le plus long à gommer. Et je trouve que on a été très intéressant sur le tournoi d'automne où on était beaucoup plus discipliné déjà que pendant le tournoi des destinations. Enfin, en tout cas, j'ai trouvé c'était cette impression que ça donnait. Après, comme le disait Emeric, et ça c'est vrai, on joue sur la rupture, sur les ballons de récupération. Donc parfois, on se met à la faute pour essayer de les récupérer ces ballons parce qu'on sait qu'on est fort là-dessus. Donc ça met en lumière tout de suite certaines indisciplines. Ça, c'est une certitude. Ouais. Et puis il y a un phénomène de l'arbitrage, hein, et c'est bien normal d'ailleurs. Hop, Mais, hop, hop, hop. mais les arbitres sanctionnent plus souvent l'équipe qui défend, qui n'a pas le ballon, parce qu'on favorise l'attaque. Et ça me dérange pas du tout. Même si ça commence un petit peu à être gommé cette histoire-là, on a vu en début de saison en top 14 qu'on n'arbitrait que les attaques et pas les défenses. Là, c'est en train de se rééquilibrer. Et comme nous, on joue avec moins de possession, bah forcément, on est un peu plus dans le viseur de l'arbitrage. Surtout qu'en plus, on a des gratteurs et qu'on choisit cette option de gratter des ballons. Et ben, Mais, À la limite, quoi, à chaque fois, mais ça a toujours été comme ça, tu vois. Les arbitres, ils voient le ah oui, bien momentum. sûr. Et à un moment donné, l'équipe qui domine. Tu vois, typiquement, la finale de l'Autumn Nations Cup. Alors, certes, à la fin, ils nous lâchent 2-3 pénalités pour les Anglais. Mais c'est eux qui ont le ballon, c'est eux qui avancent, c'est eux qui dominent. Qu'à un moment donné, l'arbitre, il sent ça. Donc, forcément, tu priorises l'attaque. Bien sûr, c'est normal. Ça me dérange pas, mais voilà, il faut qu'on. Ça me dérange quand c'est contre nous, c'est tout. Voilà, c'est ça. Sinon, Le ça me reste, dérange pas. C'était Vous avez Australie, parlé- Argentine, c'était pareil. Vous avez parlé de cette capacité mentale des Bleus à regagner à nouveau. Il y a eu des victoires qui ont été très importantes et notamment la France voyage mieux à l'extérieur. Evendi, on n'avait pas gagné notamment depuis 2014 à Murrayfield. On n'avait pas gagné depuis 2010 au Millennium. Cette victoire au Pays de Galles pendant le tournoi de destination, elle a sans doute été fondatrice. Par contre, toujours pas de victoire à Twickenham. Est-ce que ça, tu le mets au bilan véritable de Galtier d'avoir permis aux Bleus d'aller chercher des victoires qu'ils n'étaient plus capables d'aller chercher depuis très longtemps? Bah après, il y avait du public au Millennium pendant le tournoi. Je crois que c'était l'un des derniers matchs Oui. avec du public. Ouais, Pour ouais. moi, il y avait du Pour moi, public. c'est la seule victoire à l'extérieur qui vaut vraiment parce C'est que une vraiment bonne question. l'atmosphère dans un La stade. victoire Millennium, c'est dans l'Autumn Nation Cup. C'est pas au tournoi destination. Ah oui, oui. Bah, en on perd vrai- là-bas à cause d'Awas. Non. Non, tu gagnes. Mais, non, Pays tu de Galles, gagnes 27. on gagne au Pays de Galles. Ouais, On tu gagnes au Pays de Galles. Non, c'est en pendant la Écosse, c'est en Écosse qu'on perd. Ah non, je confonds, Murrayfield. Oui, voilà. Ça me réfile qu'on perd. Sorry. Y a pas de- No problem. J'ai No problem. j'ai En vrai, complètement confondu. il faut mettre ça quand même ces chiffres sont effectivement flatteurs, notamment Murrayfield forcément et le Millennium, mais voilà, le fait qu'on gagne à l'extérieur à Murrayfield, mais il n'y a pas de public, donc forcément je trouve que ça change quand même pas mal de choses à la tension d'un match et à sa préparation, mais évidemment que les entraînements à haute intensité permettent aux joueurs de se préparer, de mieux voyager. Mais il y avait du public. Il y avait du public. Oui, non, mais à ce c'est sûr, moment-là. c'est sûr. 2000. Au Millennium. Millennium. Oui, et pour moi c'est la Non, seule. il parle de Murrayfield pendant l'Autumn Nations Oui, c'est Cup ça. où il n'y a pas de public. Où il n'y a pas de public, ouais, c'est ça. Pour moi, la victoire au Millennium, c'est celle qu'on peut vraiment mettre C'est au un crédit. chef-d'œuvre. Et c'est une victoire fondatrice de l'équipe de C'est France la à plus ce belle. moment-là. Je trouve que pour moi, c'est la plus belle victoire Ah oui, de l'équipe sans de France problème. au tournoi Elle est du Six exceptionnelle. Nations. Moi, j'aime beaucoup la victoire contre l'Irlande, personnellement, où on les atomise. Ouais, mais en fait, le truc, et puis c'est le voyage aussi, le fait de partir là-bas, que ça va être compliqué. On sait que c'est un stade où il y a beaucoup de bruit, où ça résonne énormément. Donc, il y avait plein de choses qui faisaient que cette victoire, selon moi, était importante. Après, à mettre au crédit de Galtier, oui, je pense que oui, mais je pense que sur le déplacement, la défaite à Murrayfield est plus constructrice, à mon avis, là-bas, que les victoires à l'extérieur. Ah Ouais, bah je les suis voyages en Écosse, de toute manière, ça crée un groupe. Hein. Il se passe toujours quelque chose. Il y a toujours un délire en Écosse, les gars, on va pas se mentir. On y va, nous, d'ailleurs, le prochain bureau Oval, c'est là-bas, il me semble. Ouais, mais alors là, je peux dire qu'on se quitte plus après. On a le tableau récapitulatif du pourcentage de victoire des sélectionneurs du 15 de France.
Que des gens heureux. Hein. Pourquoi tu rigoles? Parce que, Que des gens heureux, putain. parce ouais, que t'as c'est raison. d'une violence sans nom, quoi. Tu vois. C'est vrai qu'au final, tu te rends compte que les visages ont un rapport avec les chiffres. C'est Moi, j'ai fait le compliqué. tableau. C'est compliqué les Non, mais FFR. Hein. c'est assez fou, Ouais. c'est assez ouf. Parce qu'en fait, il y a Bernard Laporte qui est un peu au-dessus de 53%. Ouais, et c'est lui qui a 100 matchs. Hein. Il est Hein monstrueux. Hein. Il a 100 matchs, hein, Bernard Laporte. Enfin, Ouais, voilà, 98. c'est ça. Parce qu'on a décidé aussi de mettre le nombre de matchs pour voir si réellement ça avait une importance. 7 victoires, 2 défaites pour Fabien Galtier. L'équipe de France qui s'est gagnée à nouveau. Alex, est-ce que ça, c'est ce qu'il a amené aux Français, aux Bleus, de leur dire vous êtes capables de gagner à nouveau? Non mais oui, il y a une vraie culture de la gagne en équipe de France et c'est nouveau. C'est nouveau parce qu'on a eu le temps des défaites encourageantes pendant très longtemps. Et, Des bonnes premières mi-temps. avec, comme je voyais hier sur les réseaux sociaux, des porte-paroles que furent Guillaume Guirado et Philippe Saint-André, qui maintenant sévissent du côté de Montpellier. C'est ouf. Les pauvres. Mais non, mais en plus je dis ça, c'est pas gentil, mais j'aime beaucoup Guillaume Guirado, mais voilà. Là, on a une culture de la gagne, on a une haine de la défaite. Et 78%, c'est colossal. Enfin, alors après, On joue c'est un pas une seule échantillon. nation du Sud. Oui, tout à fait. Et c'est un échantillon de 9 matchs. Oui, c'est ça. Voilà. Je vais quand même jeter un peu un pavé dans la mare, mais je pense que les autres nations européennes n'ont jamais été aussi mauvaises aussi sur ces 10 dernières années. Là-dessus, je suis plutôt partisan de cette histoire-là. Malgré tout, on n'a jamais été aussi fort. Voilà, tu vois, il y a un. Non, mais là, il y a le chassé-croisé, là. Là, c'était fini, là. Avant, t'avais vraiment le Pays de Galles. J'écrase l'Europe, les Anglais juste derrière, on est des monstres, et hop, les Anglais qui passent dessus au niveau de la Coupe du Monde. Les Gallois, ils y arrivent plus. L'Irlande n'arrive plus à varier son jeu, donc c'est catastrophique. Le Alors, ils vont Leinster faire- joue mieux que l'Irlande. Hein. De quoi? Le Leinster est plus fort que l'Irlande. Ah, a priori, mais hein. j'en suis convaincu. Ouais, clairement. Tu sais quoi? Pour moi, Zéro défaite, le Leinster. les nations montantes, c'est la France et l'Écosse. Vraiment, en termes de jeu, en termes d'envie, en termes de projet de jeu, c'est l'Écosse et la France. L'Angleterre reste l'Angleterre, mais je sais pas ce qu'ils préparent. Mais les mecs ne changent aucun joueur. Ils ont un énorme réservoir, C'est ouf. ils ne changent pas leur équipe type. Je me souviens de certaines équipes d'Irlande et de Pays de Galles au début des années 2000 qui n'étaient pas flamboyantes non plus. Hein. Non, Donc, bien sûr. Non, je suis Donc d'accord. en vrai, on a eu des périodes comme ça où effectivement on avait vraiment moins d'opposition. Malgré tout, on a quand même une équipe d'Écosse qui pour moi monte un petit peu en puissance. On a quand même encore un gros morceau qu'est l'Angleterre. Donc pour moi, je trouve que je pense que le match face à l'Angleterre a une plus grosse opposition peut-être qu'à un certain moment. Peut-être qu'on va avoir des plus grosses rencontres, mais on aura peut-être moins d'intensité sur l'ensemble du tournoi que certaines autres années. Quoi. Mais par contre, moi, j'ai pas peur de dire, on a l'équipe la plus talentueuse d'Europe. Mais pour moi, il n'y a même pas un soupçon de débat. Même le Portugal? C'est chaud. Portugal, c'est chaud. Limite quand même. Surtout en rugby à 7, ils sont très forts. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est vrai qu'ils font tout le temps des petits résultats sympas. Ce qui m'a un peu étonné, je l'avoue, quand Galtier a pris son mandat, c'est qu'il a régénéré énormément le groupe France. Il y a eu beaucoup de nouveaux joueurs appelés. Et pourtant, la semaine dernière, on a fait un débat sur l'équipe type du 15 de France. On a envoyé des sondages sur Twitter. Et en fait, on s'est rendu compte que dans l'esprit des Français, il y avait très clairement des joueurs qui étaient aujourd'hui titulaires, là où avant il y avait énormément, on n'avait pas 3 joueurs qui étaient assurés d'être titulaires. Et en fait, les chiffres qui sont sortis, et notamment par exemple sur le pack, on avait des Bernard Leroux à 92%, des Aldrit 94%, Olivon le capitaine 92%. Aymeric, est-ce que c'est à mettre au profit de Fabien Galtier d'avoir su mettre le doigt sur des hommes et de bien les avoir choisis? En fait, il y a une marge d'erreur qui est hyper infime. Au-delà de ça, oui, pour répondre à ta question, oui, c'est à mettre sur Fabien Galtier parce que il fait confiance en ses hommes et il bouge pas son équipe titu, sauf blessure ou sauf vraiment s'il est obligé par le nombre de sélections d'aller voir d'autres gars. Et donc il fait confiance, il leur donne de la confiance. Pour le moment, ils lui rendent. Donc pourquoi changer? Voilà, moi, tout simplement. Hein, moi, je pense que ce pourquoi, là, tu vois, le pack, on sait exactement qui va jouer, parce que Galtier ne bouge pas sa compo. Il a pondu une première composition contre l'Angleterre, donc sur son premier match, et tu regardes, quand il a tous ses hommes disponibles, tous ces mecs-là vont être titulaires. Il n'y a que Ratez par rapport au premier match contre l'Angleterre qui ne sera pas là. Parce que c'était Penaud au départ. Et encore, C'était Penaud au départ contre l'Angleterre.
Sauf que Penaud se blesse. Oui, voilà, c'est ça. Donc, il Ratet rejoue qu'un joue. match plus tard. Mais tu vois, dans sa tête, c'est Penaud, Thomas, Fikouva Katawa, Boutier, etc. etc. Et je pense C'est que c'est fou. C'est quasiment du 15 sur 15 quoi, pour lui. Ouais, mais je pense aussi que c'est lié au fait qu'il était présent pour la Coupe du Monde aussi. Le fait Ouais, qu'il bien ait sûr. été là, ça lui a permis de voir qui était à la hauteur et Il a qui fait ne un l'était audit, pas. quoi. Comment ? Il a fait un audit. Ouais, Oui, voilà, c'est ça. et le fait de faire le tour des clubs, le fait d'aller voir les clubs et de leur dire ok, il y a quel jeune qui pousse, quel jeune on peut prendre avec nous. Quand on voit des Colombes, des Colinguards aujourd'hui, bah c'est grâce à ça. À un moment donné, ils ont les informations avec les clubs. Avec il y a une les vraie- entretiens individuels, Exact, etc. il y a une vraie dont on se communication. moquait. Donc c'est pas faux que on s'est un peu moqué de ces entretiens individuels, mais qu'est-ce qu'il va aller leur dire, etc. Et en fait, sa force aussi a été d'aller chercher humainement les joueurs. Mais non, mais moi, il a créé un truc qui s'appelle l'envie, tu vois. Déjà, sûr. on a envie de regarder cette équipe. Galtier à l'idée. Je trouve qu'il y a une C'est vraiment, je l'ai eu dans la tête. Hein. Je trouve qu'il y a une adhésion du public, et ça c'est quand même fort parce que ça faisait quand même presque 10 ans que c'était plus le cas. Il y a une adhésion du public et il y a une adhésion même des clubs de top 14 de plus en plus et de Pro D2. Et surtout la deuxième chose, moi c'est là où j'ai compris que l'année était exceptionnelle, c'est quand justement avec cette foutue convention de 3 matchs maximum, 3 feuilles de match maximum, et ben on est obligé d'aller faire une équipe entre parenthèses, entre guillemets, pour imaginer de briquet de broc pour affronter l'Angleterre. Et en fait tu vois que tous les mecs que la plupart des gens qui ne suivent pas le top 14 au quotidien ne connaissaient pas, sont fantastiques pour affronter l'Angleterre. C'est parce que la seule chose dont rêvent ces mecs, c'est de porter le maillot, tu vois. Et ils se sont dit, si on peut intégrer ce groupe Galtier, ce groupe des 37 pour le tournoi à destination, et ben c'est un rêve, tu vois. Et ça, il y a encore 3-4 ans, les mecs, ils allaient à Marcoussis, avec les chocottes, avec l'idée de se dire on va à Alcatraz, parce que c'est quand même comme ça qu'ils le surnommaient. Particulier, hein, Marc, Ouais, aussi. Il n'y a rien autour, il y a de la particulier, brume, Marc, des hoots, c'est compliqué. C'est quand même. Respecte mon département, s'il te plaît. Non, mais, C'est aussi un peu le mien, donc t'inquiète pas. C'est dans le 91, Marc aussi. Ah ouais? Oui. Ah bon, c'est pas le 91 toi C'est Ah pas non, je suis Ah 78, non, moi, t'es oui, pas- pas du tout alors, du coup c'est pas aussi Clairefontaine. total. Ah, moi quoi. j'ai Clairefontaine, autant pour moi. Et maintenant, les joueurs, ils ont envie d'y aller. Donc, c'est qu'il y a une émulation, ça a créé ça. Et moi, pour moi, c'est la plus belle chose qui puisse arriver pour l'équipe de France. Galtier et Ibanez aussi, parce que je pense que Ibanez Exactement. Tout le groupe, tout le staff. a beaucoup apporté aussi de ce côté humain-là, parce que je pense que c'est quelqu'un qui aime profondément les joueurs. En tout cas, Oui, quand on c'est l'entend parler, c'est quelqu'un qui aime profondément le rapport humain avec eux et qui, je pense, arrive à trouver Et la pêche. Et en fait, c'est quelqu'un qui est. En fait, quand tu le vois, Ibanez, dans une salle, parce que du coup, j'avais eu l'occasion de l'interviewer pour le tirage au sort de la Coupe du Monde. Quand il rentre dans une pièce, quand tu discutes avec lui, tu sens que le mec est calme et tu sens qu'il est déterminé, tu vois. Genre, c'est un Gentil. Et Tu gentil. sens la bamboche ou pas? C'est bien Ouais, s'il ouais, est ouais. gentil. Je pense qu'il important. aime faire la nouba, effectivement. Mais que Et c'est un bon pêcheur. Ouais, mais je pense que vraiment Un bon c'est quoi quelqu'un qui. Pêcheur. Il adore la pêche. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. bien, Et ça. c'est quelqu'un qui tu sens foncièrement quand il arrive à amener les gens avec lui et ça m'étonne pas parce que il arrive à trouver les mots justes et je pense que dans cette relation humaine qu'a les joueurs, Ibanez a une grosse part à jouer aussi là-dedans. Voilà, on a terminé sur ce débat, sur cette information des plus importantes. Notre manager de l'équipe de France aime la pêche. À la Merci bouche Alex Priam. Bah, suivez-le sur Instagram, vous allez vite comprendre. Il n'y a plus de poissons à Marcoussis. C'est l'heure de la mi-temps d'Emeric parce que j'espère que tu vas avoir la pêche parce que là je te sens un peu maussade. Donc on va lancer la mi-temps, mon cher Emeric, c'est parti. On peut parler de mouvement, on peut parler de tout. Si on n'est pas bon dans le combat, on peut pas gagner. Parce que la semaine dernière, si vous avez regardé la mi-temps d'Emeric, il était énergique, il avait la pêche, le mec. Et puis là, aujourd'hui, tu vois, je te sens un peu plus maussade. Qu'est-ce qui t'arrive, mon Emeric? Bah ouais, mon Jojo, tu le sais, j'ai la mine triste en ce moment, comme tout le monde, je reste chez moi, je me fais chier. On se fait chier. Excusez-moi, Ça pardon. me fait chier. Je suis vulgaire, désolé, mais je me fais chier. J'ai presque envie de regarder du basket, tu vois. Du basket, putain, Joseph, Alors du là, basket. Le basketball, ce sport où dès que tu touches la main de l'adversaire, il y a faute. Tu vois, à un moment donné, ce sport qui se joue sur du parquet. C'est quoi? C'est la Ligue Saint-Maclou? C'est quoi le délire? Non, mais à un moment La donné, il régie y a va même quitter les lieux. il y a nous même allons faire des gars qui Avec sont payés pour essuyer le parquet pour pas que ce monsieur il glisse parce que sinon après ils peuvent se faire mal. T'appelles ça un sport toi, sans déconner? Maman, je vais au sport. Ok mon Polo, mais n'oublie pas tes chaussons pour pas abîmer le parquet. Polo, Non, c'est un prénom choisi au pif. Oui, au hasard, un Polo. Non
mais je suis tombé bien bas, Joseph. J'ai plus trop le moral. Les troisièmes mi-temps me manquent, en fait, mon Jojo. C'est ça le problème. C'est que la bamboche me manque. On nous a enlevé les entraînements nocturnes, mon Jojo. On est chez nous à 18h. À 18h05, c'est le début de Questions pour un champion. Est-ce que tu le savais, ça? Je ne savais J'ai la trentaine. Je ne dois pas avoir cette information. Je ne dois pas le savoir, ça. Maintenant, les entraînements de rugby, ils sont avancés au samedi à 10h30. Mais merde, je suis plus junior, moi. Le samedi à 10h30, sans déconner, normalement les entraînements c'était le vendredi, ça finissait à 22h, 22h30. Après la petite douche, on restait dans le clubhouse à se mettre des grandes rasades de gel hydroalcoolique à l'anis, au houblon, à base de canne à sucre. On avait l'ivresse, mon Jojo. On pétait des glaçons contre le bar pendant des heures. Après on se rendait compte qu'il n'y avait plus de glaçons depuis 20 minutes et que juste on pétait le bar. Voilà, putain, on savait s'amuser, on avait l'ivresse. On était tellement cuits le vendredi soir que le samedi à 10h30, pour nous, c'était toujours le vendredi soir, tu vois. Et ça me manque, mon Jojo. Non mais bon, on est quand même au moins retourné à l'entraînement, et ça c'est quand même très bien. Mais les gars, là, les mecs d'en haut, là, ceux qui savent des choses, ils nous ont pas tout dit. Hein. Ils nous ont pas bien parlé de tous les symptômes du coronavirus, là. Parce qu'on savait pour la fièvre. On savait pour la perte de goût, la perte de l'odorat, tout ça. Personne nous a dit que le Covid, ça allait tous nous transformer en joueurs de 4e série du sud-est de la France. Parce que, écoute, on a repris l'entraînement, mon gars. J'ai revu un pote, il jouait ailier en février. Aujourd'hui, c'est le pilier le plus solide de l'équipe. Alors, soit on joue plus au même sport, soit on a tous pris 40 ans, soit on a tous pris 40 kilos. Ah, c'est catastrophique. On va pas le blâmer, ton pote. Hein. On va pas le blâmer, mais bon, quand même. Non, alors, le truc, c'est qu'il n'y a plus de troisième mi-temps, tu vois. On nous a enlevé nos petits plaisirs. Plus de bars, plus de resto, plus de soirées. Alors, j'ai bien compris pourquoi. Hein. Je suis rugbyman, mais je suis pas débile, je joue pas devant. Donc, je sais que c'est la merde. J'ai les informations. Mais il y a un autre problème, quand même. La journée, elle est finie à 18h maintenant. Joseph, comment on fait pour ken des meufs? Non mais c'est un vrai problème ça, les gars. Je m'attendais vraiment pas à cette question. Excusez-moi, mais oui, on s'est tous posé la vraie question. On se chauffe en DM sur Insta, on se drague par texto, on s'excite sur Snap, on se donne rendez-vous et là, bah merde, il est 18h. Comment je fais pour éteindre le feu de forêt maintenant? Comment je fais? Tu peux souffler dessus, mon pote, ça s'éteint pas. Alors je comprends un peu mieux maintenant tous les mecs qui ont dévalisé les rayons du sopalin. D'ailleurs, j'en place une pour Léo Lulu, avec qui on a passé un bon confinement. Non, tous les trois. Non. Tu n'as pas le droit. Force à vous, on est ensemble. À mon avis, quand ils vont nous relâcher, mon pote, va y avoir des dingueries. Je sais pas si t'as lu le livre Le Parfum de Patrick Susskind. Non, t'as pas lu le livre. Je ne lis pas de livre, je présente Bureau Oval. Bien évidemment. Rivenzi, dès qu'il y a un auteur allemand, il est là. On le sait. Non mais t'es un grand malade, hein, par contre. C'est un grand malade. Hein. T'inquiète pas, le parfum, c'est en film. C'est en film, t'emmerdes pas. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai pas lu le livre, faut pas déconner. Bon, alors dans le film, à un moment donné, il y a un gars qui lâche le parfum. Tu as le titre, le parfum, il lâche un parfum. Bon, voilà, jusque-là, t'arrives à suivre. Okay. Et tous les gens qui le sentent, ils sont comme envoûtés, ils se foutent à poil et ils font une grande partouze, la plus grande partouze du monde dans Paris. Mec, c'est incroyable cette scène. Et bah, à mon avis, quand la vie va devenir. Quand Jean Castex, il va nous dire: ok les gars, maintenant c'est bon, vous pouvez sortir. Écoute-moi bien, on va être des animaux. On va sortir comme ça, on va plus parler avec des mots. On va commencer à se renifler, on va grogner, on va tourner autour de la jante féminine, on va faire des parades d'oiseaux, des parades nuptiales un peu bizarres. Et puis ça va être sans limite. La vie va devenir une belle et grande troisième mi-temps. On va retrouver les terrains, on va retrouver le ballon, on va surtout retrouver les amis. Et surtout, un peu d'ivresse. En attendant, on va tenir le coup parce que contrairement à d'autres qui malheureusement sont plus là, nous, on est toujours debout, alors prenez soin de vous. Exactement, moi, Mike. Très belle conclusion. On est viré ou pas? Oui, je pense qu'on est viré. Moi, en tout cas, j'ai tapé le basket. Je te cache pas que nos grands Manitou, c'est un sport qu'ils aiment bien. Ah bon? Tu crois sur les auteurs allemands? Mais t'es cool, grand malade. Un grand malade. Mais tout le monde ne l'a peut-être pas, celle-là. Donc je pense que tout le monde l'a, à mon avis. Tout le monde. On verra bien. On va passer tout de suite au focus pour essayer de reprendre nos esprits sur Jalibert, le remplaçant de luxe. C'est parti. Oui, qu'on parle pas de moi du tout, je sais pas moi. On a rien fait. Merde. On se prend pour qui? Mathieu Jalibert qui est donc l'ouvreur remplaçant car Romain Ntamak a la mâchoire un peu de traviole, donc il n'est pas dispo pour les premiers matchs de l'équipe de France de ce tour à destination, notamment pour Italie France qui va avoir, on le rappelle, lieu le 6 février à Rome. Donc Romain Ntamak n'est pas là et Mathieu Jalibert est notre ouvreur remplaçant. Mathieu Jalibert, pour le rappeler, on va rappeler son poids parce que c'est toujours intéressant de rappeler les poids des rugbyman. Je ne sais pas pourquoi, et notamment pour les ouvreurs, ça ne sert à rien. C'est pour savoir s'ils sont bien en forme, mais voilà.
Pour rappeler que Mathieu Jalibert a 22 ans, qu'il joue à l'UBB. Les gars, est-ce que Mathieu Jalibert est un remplaçant de luxe? Qu'est-ce que tu penses de ce joueur, tout simplement, pour démarrer, mon Aymeric? On sait que c'est un pur génie. C'est un numéro 10 très offensif, un numéro 10 qui a toute la palette. Pour moi, il a l'âme d'un junior, tu vois. Il a faim comme un cadet. C'est magnifique. Dès qu'il a un ballon, il va chercher le point de rupture, que ce soit sur des appuis, que ce soit par-dessus, juste derrière dans le second rideau. Il sait très bien faire jouer, balle en main. Il est magnifique. Donc je le trouve très offensif, très 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 bon balle au pied. Maintenant, si je dois trouver un petit point noir sur Jalibert, c'est peut-être que par moment, il défend pas super bien, sachant que la zone de 10 est souvent attaquée. Je pense qu'il a le déficit de la défense par rapport à Ntamak, mais attention, ça reste un monstre quand même. Et quand il se met à défendre, il se met à défendre. Donc c'est par moment, il y a des petits errements. Voilà. Ouais, moi je trouve que c'est un super joueur aussi. Jalibert, je regarde des matchs de Bordeaux face à Clermont, et c'est même dans ces matchs qui sont pas fous, il arrive quand même à être assez étincelant. C'est quelqu'un qui est très jeune, 22 ans quand même. Imaginez, enfin en numéro 10, est-ce que ça a déjà eu deux jeunes joueurs aussi talentueux à ce poste-là en même temps? On est quand même sur une situation assez inédite en équipe de France. Même 3, tu peux dire maintenant. Effectivement. Alors maintenant, la question que j'ai avec Jalibert, et je l'avais posée dans la dernière émission, c'est sa capacité à tenir la pression. C'est vrai que Ntamak, lui, dès son premier match avec l'équipe de France, avait rempli quasiment tous les critères. Il avait été très bon face à l'Angleterre. Jalibert, ça a pris un petit peu plus de temps. C'est vrai qu'il a toujours été titulaire en club. Donc quand on lui demandait de rentrer, il n'arrivait pas forcément à nous rendre pleinement ce qu'on attendait de lui. Face à l'Italie, même pendant l'Autumn Nations Cup, c'était pas encore tout à fait ça. C'est vraiment le match face à l'Angleterre où il a vraiment eu le temps de se mettre en place et il a vraiment impressionné à ce moment-là. Donc moi je trouve que c'est le bon moment maintenant pour lui de voir si en équipe de France il tient la marée durant tout un tournoi. Moi je trouve que c'est un très bon joueur, mais je suis un peu plus mitigé dans le sens où je pense que c'est un excellent joueur quand ça va bien, mais vraiment, tu vois, quand les conditions sont favorables, il est incroyable, et quand les conditions sont moins favorables, je le trouve défaillant. En tout cas, carrément défaillant. Plus défaillant dans le prisme de Romain Ntamak. Ouais, bien sûr. Je trouve qu'il est moins sécurisant que Romain Ntamak quand ça va moins bien. Qu'il est moins dans la gestion aussi que peut être Romain Ntamak. Je pense que Romain Ntamak peut fermer le jeu, jouer au pied, être plus dans la patience que... J'ai l'impression que Jalibert est dans un credo très offensif. Et c'est tu vois, d'ailleurs, quand tu vois l'UBB, que quand ça commence à chauffer un peu, ils n'hésitent pas à faire rentrer Botica, qui est pour le coup un gestionnaire. Et je pense que c'est la petite chose qui manque à Jalibert. Attention, je fais le difficile parce que c'est un excellent joueur. Mais voilà, pour moi, il manque cette idée-là. Et j'ai peur que quand le bateau tanque, c'est pas lui qui nous empêche de couler. Il n'a pas une très grosse dérive, c'est ce que tu es en train de nous dire. Pourquoi pas? À Mais tu vois, il a une chance incroyable, c'est qu'il a Dupont en neuf, tu vois. Qui pour le coup, lui, si ça tangue, il est capable de sauver la patrie. Mais en fait, ce qui change, c'est clairement, je pense, la zone d'attaque. C'est-à-dire que Ntamak, c'est un 10 qui prend le ballon très bas par rapport à la ligne. Il attaque la ligne, il sait le faire, mais c'est pas sa vocation première. Ntamak, il fait jouer. Jalibert, il attaque la ligne constamment. Donc Jalibert, il se met en danger. Et c'est sûr que pour attaquer la ligne, il a un jeu à risque, ça c'est vrai. Oui. Pour attaquer la ligne, il faut un pack dominant, il faut des ballons. Dans un 15 de France qui n'a pas la possession du ballon et qui est beaucoup plus sur des turnovers et du jeu de défense, c'est là où c'est plus compliqué pour lui de s'intégrer là-dedans. Et je pense que c'est pour ça qu'il a eu du mal au début, tu vois. Contre l'Écosse, contre l'Italie, c'était mieux. Il a fallu qu'il s'installe. Donc là, le fait qu'il soit installé et qu'il n'ait aucune pression sur la concurrence, puisqu'Ntamak n'est pas là sur au moins les 2 premiers matchs, je pense qu'on va avoir du très grand Jalibert. Et tu vois, moi je mets ce bémol-là dans l'idée qu'il est moins bon gestionnaire, mais il le sait, je pense, parce qu'il a été gestionnaire cet automne. Il l'a même un peu trop été un moment. Et on a dit, il y a eu beaucoup de jeux au pied. Je me rappelle, je crois que c'est face à... je sais plus face à qui c'était, et on avait posé contre l'Italie. Peut-être contre l'Italie. C'est le premier match où il est titulaire. Contre l'Angleterre, mec. Contre l'Angleterre, ils ont fait que nous arroser au pied. On leur a dit, nous on a 7 points d'avance, on vous arrose au pied aussi. Oui, mais contre l'Italie, c'est le match catastrophique où en fait il y a eu que du jeu au pied et c'était horrible. Il y avait rien qui. Et après, la finale, les Anglais, ils ont fait que nous arroser. On leur a rendu le ballon au pied aussi. Mais je me souviens qu'on avait posé la question à Fabien Galtier qui nous avait dit oui, j'assume les 38 jeux au pied, ils ont été efficaces.
à C'est ça. 75%, et ainsi de suite. C'est que nous, on a joué au pied, Et en fait, pas à l'adversaire. Et, et pour les Anglais aussi. Et sincèrement, je pense que Jalibert, du coup, on lui a demandé de travailler cet aspect-là qu'on voit assez peu en top 14. Et voilà, pour moi, c'est un axe de progression. Mais pareil, comme la semaine dernière, on disait sur Dulin, Boutier, Ramos, c'est un choix de riche. Enfin, Exactement. on a de 10. Incroyable, quoi. On a un tableau récapitulatif comparatif, on va dire, entre Mathieu Jalibert et Romain Ntamak, qui est notamment avec le nombre de plaquages manqués. Alors celui-là, le premier, le nombre de matchs en 2014-2015, donc ça c'est à peu près clair. Mathieu Jalibert a plus marqué cette saison que Romain Ntamak, même si Romain Ntamak l'année dernière a tout à fait montré qu'il était capable de marquer. Les âges, ce sont les mêmes, ils ont tous les deux 21 ans, mais c'est l'autre tableau notamment qui est assez intéressant pour voir à quel point ce sont deux joueurs qui ne se ressemblent pas du tout. Il y a un meilleur défenseur que l'autre. Romain Ntamak manque moins de plaquages. Il en rate 1 sur 10 en match. Jalibert en manque à peu près 3 sur 10 cette saison. En termes de franchissement, c'est exactement ce que vous avez dit. Mathieu Jalibert, un mec, comme tu le disais, est capable d'aller beaucoup plus chercher la ligne. Et en termes de mètres gagnés aussi, forcément, parce qu'il y en a un qui franchit un peu plus, c'est pas l'autre. Rivenzi, est-ce que c'est pas finalement la doublette parfaite pour une équipe d'avoir d'un côté, comme le dit Alex, un gestionnaire, et derrière d'avoir un remplaçant qui est capable d'apporter totalement autre chose. Et si tu es mené au score, merci, d'avoir un mec qui peut te mettre le feu à une défense. Clairement, oui, c'est sûr que là, on a deux joueurs qui se complètent très bien. Malgré tout, c'est vrai que quand même, c'est compliqué de voir Jalibert gestionnaire à l'UBB parce que c'est quand même une équipe qui domine son championnat, donc on a moins l'occasion de le voir dans ce rôle-là aussi de gestionnaire. Oui. Mais on lui demande pas. Oui, voilà, c'est ça, parce qu'il l'est pas du tout finalement. Mais je pense que c'est un joueur qui est suffisamment intelligent et qui a suffisamment su s'adapter rapidement à l'hostilité en équipe de France pour réussir à ajuster son jeu. C'est quelqu'un qui sait où il doit s'améliorer, qui est encensé depuis très longtemps, mais qui sait sur quoi il doit progresser. Et je pense que il est capable alors il sait faire jouer, ça c'est une certitude, mais je pense qu'il sera capable de se mettre au diapason. C'est-à-dire que contre l'Écosse, il fait une grosse erreur défensive, là, il monte très haut très vite, et c'est contre l'Écosse où il se trouve complètement sur deux phases de défense où c'est horrible. Et je pense que comme beaucoup de joueurs en équipe de France, il va être capable de le gommer. On a une déclaration de Mathieu Jalibert, parce que j'ai envie de vous poser la question, est-ce que oui ou non il est capable de devenir titulaire? Il dit: je n'ai pas envie de prouver que je suis meilleur que Ntamak ou Carbonel, j'ai juste envie de montrer que je suis capable d'être bon dans un collectif. Mentalement, qu'est-ce que tu en penses de ce joueur, Emric? Est-ce que tu trouves qu'il a une assise psychologique? C'est la super bonne réaction à voir, tu vois. En fait, ils sont en concurrence saine, ils savent. Pour le moment, je pense que Galtier, il a su dire les mots. C'est hyper important de ne pas être dans le doute quand tu es joueur. Tu sais quand tu es numéro 1, tu sais quand tu es numéro 2. Quand tu es numéro 1, tu dois être l'excellence. Et Ntamak, pour le moment, il fait pas d'erreur. Et s'il fait une erreur, il faut que Jalibert soit au niveau. Et Jalibert, tout ce qu'il doit faire, c'est aller gratter Ntamak, tu vois. C'est augmenter son niveau. On parle de mecs qui ont 22, 21 ans. Ils ont encore 10 ans de rugby derrière eux, tu vois, devant eux. Donc, ces mecs-là vont faire que progresser. On n'oublie pas Carbonel, qui est très très jeune et très solide. Il porte Toulon quand même. Enfin, il n'est pas tout seul à porter Toulon, mais il assure vraiment le poste de numéro 10 à Toulon. On a 3 numéros 10 qui sont très très forts. Et même Antoine Astoy qu'on peut mentionner. Ouais, après je pense qu'il y a quand même un petit gap sur le niveau international. Même Carbonel, je ne sais pas s'il pourrait encore assurer. Il est très fort en top 14. Est-ce qu'il serait très fort au niveau international? Je pense on ne sait pas, mais en fait, peut-être qu'on ne le saura jamais, cet été, peut-être. parce que malheureusement, tu as 2 mecs qui sont au-dessus, et si tu veux que ça progresse, on l'a dit pendant des années, et même quand j'étais plus jeune, je l'ai entendu pendant des années, tu as un bon numéro 10, vas-y, installe-le, et c'est ce que fait Galtier, et il est en train d'en installer 2, et c'est magnifique en fait. Sachant aussi rapidement que en fait, Dupont et Ntamak sont extrêmement complémentaires dans le jeu, c'est-à-dire qu'on a un Dupont qui est lui franchisseur et un Ntamak qui lui s'envoie en défense et qui fait jouer. Donc rien que déjà cette paire-là, elle est complémentaire. Et elle évolue ensemble en plus. Donc oui, voilà, ça, c'est sûr que ça aide. Moi je veux quand même mentionner que Jalibert, il s'est quand même fait les croisés pour un de ses premiers matchs en équipe de France, si c'est le premier. Oui. Il y a 2 ans face à l'Irlande. Et quand même le gars est revenu à un niveau quand même assez rapidement, à un très haut niveau. Il s'est reblessé en revenant. C'est un gars qui a eu quand même des petits pépins physiques pendant quelques temps. Il a ce niveau-là aujourd'hui. Donc moi, l'aspect mental, j'ai pas peur. Hein. Sincèrement, le mec a déjà dû batailler face à lui-même pendant assez longtemps.
Donc je suis assez serein là-dessus. Et tant que la concurrence est saine, ça Ça. peut être que bon pour le 15 Ah non, de mais là, France. c'est génial. Hein. Bravo. Donc on en a terminé avec ce Jalibert remplaçant de luxe. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous pensez. Est-ce qu'il est clairement numéro 2 ? Est-ce qu'il est capable d'être plus ? Et tout simplement ce que vous pensez de son jeu et de celui de Ntamak. On termine l'émission comme d'habitude les gars avec un quiz. Alex, tu fermes ce laptop et Ton tu as pantalon gagné également. en plus la semaine dernière. Comme Et la semaine dernière les gars, Je suis en tête. tout simplement des petits qui est avec des Allez. visages On va se mettre à cachés. deux, On nous. peut y aller du coup pour le premier visage. Qui est-il ? Section Le paloise. senti Non, bah, Non, c'est pas Pesanti. non, il a pas assez de. Je longe. C'est un Alors, joueur qu'on n'avait pas vu depuis un moment. Hugo Bonneval. C'est pas Hugo Bonneval. Alors il est blond, si vous voyez. ouais, il a l'air un petit peu blondinet. Un joueur qui est passé par Montpellier aussi. C'est un arrière. Un arrière, Arrière de mon. arrière de Montpellier. Jesse Mogg. Exactement, Il a plus de Jesse cheveux Mogg. maintenant. Il a plus de cheveux maintenant. Ah ouais, Bah là, regarde, il y en a plus beaucoup. Hein. Ouais, non, mais là, il Et y en qui a fait vraiment son plus. retour, Là, il y a Jesse Mogg, plus après beaucoup, une très longue absence. 1-0 pour Un an- Alex. un an et demi Deuxième d'absence, 3 image. sélections avec les Wallabies. Deuxième image. Qui est-il ? Mauro Itoje. Non, Non. ce n'est pas Wow, Maro ah oui. Itoje. Ah, les bras, mon dieu. C'est un joueur des Saracens, du Bien coup, sûr. un international anglais. Pas Itoje. Forcément, comme ses épaules l'indiquent, enfin, il pourra être premier centre, mais c'est un troisième ligne. Ah, mais c'est. Mais oui, mais monsieur. C'est Billy Vunipola? Non. Ouais, Exactement. c'est lui. Tout simplement. C'est Billy Vunipola, les gars. Putain, mais tu sais, Mais que je- je savais que c'était lui. Je trouve que de face, il a l'air moins gros. Oui, c'est ça. Je le trouvais plus. Il a l'air moins plus gros. Trouvez-vous fit, des on va excuses, dire, les gars. que Trouvez-vous d'habitude. des excuses. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. 2-0 pour Alex. 2-0 pour Alex. Kata. Allez-vous marquer un point, Rivendi et Emmerich. Kata. Non, je pense pas. Ibitoy. 3-0 pour Alex. Oh, Bravo, le Gabriel bâtard. Ibitoye, Ouais. qui passe d'Agen à Ouais, ma chère. Montpellier, d'ailleurs. Il va Ah arriver à Montpellier, Ouais. Gabriel Il est Ibitoye, qui déjà est un arrivé. très bon Il est joueur déjà arrivé anglais. la semaine Quatrième, dernière, qui est-ce ? Voilà, tu vas le sortir aussi. Un joueur qui a fait C'est Par- quoi ça beaucoup parler de lui. Beaucoup parlé de lui. Je l'aime, moi, Oui, je crois. pour son salaire, pour un Goussen. contrat qui a été rompu. Exactement, Johan Goussen. Goussen. Bravo, Alex. Qui rentre en Afrique du D'accord. Sud. Bon, il est en train de D'accord. vous mettre une énorme Ouais. piquette, hein, bravo. Ouais, non, mais c'est normal, Ouais, mais monsieur top suit le top 14, 14, 24 heures sur 24. Eh ben, en même Enfin, temps, ça- hein, Voilà, en Là, vrai, pour le coup, il fallait le suivre en 2015, quoi. Ouais. exactement. j'avoue, jouer avec des cyclistes. Bravo, Johan Goussen, 4-0. Qui est cet homme? Ça, c'est Afrique du Sud. Erasmus. Ce n'est pas Erasmus, Ah, mais non, c'est pas c'est- l'Afrique du Sud. Mais oui, c'est Ah, l'Australie. Ah, c'est Il y a autre écrit chose. Australia, c'est, quand même. C'est Michael Je voyais Checker. pas. Exactement, 5-0, mon Dieu. Fatigué. Eh, j'ai même pas Fatigué. envie de vous offrir, les gars, Futur avec coach quelque de chose Montpellier, comme. peut-être. Non, là, là. Ah ouais C'est dur, hein. Un coach de coup, comme dit Altrad, mais de COUP, Exactement. et de thunes aussi. On fait 5-0. deux dernières questions, les gars. La première, une image va apparaître. Vous allez devoir me dire à qui parle cette personne. Ah, Fabien Galtier. À Didier Bess. Exactement, il est Quoi trop fort. Oh, non, mais attends, mais. C'est pas le moment, Exactement, il parle à Didier Bess, J'aurais dit Galtier aussi. qui est hein. l'entraîneur Tout le monde a cru que c'était adjoint Azema, mais de. c'était Didier Bess. C'était la semaine dernière, samedi, le 16-16 face à l'UBB. Et il lui dit quoi? Il lui dit Ferme ta gueule. Je peux le dire Tu Voilà. fermes ta gueule, toi. Hein. Tu fermes ta gueule, toi. Il est très chaud. Mais- en ce mais moment, Pas comme ça. Non, Christophe. mais il ferme ta gueule. Et moi, je croyais que c'était la fameuse quand il dit à Fabien tu arrêtes, Fabien. Ouais, Tu c'est- arrêtes. Non, Tu sais, là, mais, là, il est passé un Ah, petit cran il y a même au-dessus. plus de. Ouais. Dernière image, les gars, pour sauver l'honneur. En tout cas, Il va vraiment, dire- nous, on est bien de ce côté-là, Allez, hein. allez, attends. Qui est-il? Il est. Enfin, quelle est son actualité, Alexandre Fischer? Il Eh ben, est il fait réserviste. partie des 5. Ouais, c'est les 5 partenaires d'entraînement. 5 Je le donne à partenaires Emmerich, celui-là. Il a Tu raison. l'as Ouais, mais vu, il l'a dit avant, il l'a dit avant. On va arrêter, on va arrêter. Je te la Il l'a laisse, dit avant, il l'a dit avant. Victoire très J'ai claire dit de réserviste, alors c'est d'Alex. pas le bon mot. Les gars, vous allez retourner travailler. Bon, c'est dur. Oh, hein, là, tu il va falloir sais, nous, bosser, je vais hein. te dire. On peut pas avoir un trombinoscope de tous les mecs de top 14. À comme la ça, limite, après, bon, bah, Fischer, bon, bah, on se bourre sait le qu'il crâne. fait de la bonne bière. Ça, c'est bon, ça. Ça, tu sais, hein, ça, tu Mais sais. alors, ce le qu'on reste. fera. Et qui sera peut-être bientôt en équipe de Bon, vous France. ferez mieux la prochaine Aussi. fois, les gars. En tout cas, merci à vous Merci beaucoup. pour ces Merci débats à et toi, focus de qualité. Et puis, Alex, Emmerich, Rivendi, je vous souhaite une belle semaine, un bon tour à destination. Et on va se retrouver très vite pour une preview du tour à destination. Ciao, ciao, les amis, bisous.